je vais introduire notre panéliste aujourd'hui. Donc, premièrement, on a Sylvie Sherm. Maître Sylvie Sherm est avocat au sein du cabinet Sherm et Tremblay à Montréal. Elle est diplômée en droit de l'Université du Québec à Montréal. Elle pratique exclusivement en droit de la famille depuis 1988. Elle est d'ailleurs auteure de quelques livres dans ce domaine. En 2015, elle a obtenu un certificat de coaching de l'Université Concordia. Elle offre maintenant ses services professionnels pour faire du coaching de témoins. Elle a été reconnue par ses pairs ayant reçu la mention d'avocat émérité par le Barreau de Québec en 2016. Elle est souvent appelée à partager ses connaissances en droit de la famille, soit à titre de conférencière ou encore dans les médias. Finalement, elle est commissaire à la Commission citoyenne sur le droit de la famille formée en 2018 par la Chambre des notaires du Québec. La Commission a comme mandat de consulter la population dans le but de faire avancer la réforme du droit de la famille. OK. Deuxième, on a Kyla Sandworth. Kyla Sandworth est une consultante en opération juridique et la fondatrice de Novo Inc. Avec 20 ans d'expérience dans l'industrie et une maîtrise en gestion de cabinet, Kyla travaille avec les cabinets qui veulent améliorer leurs opérations pour avoir de meilleurs résultats personnels, professionnels, financiers et en lien avec leurs clients. Récemment, Kyla a été embauchée pour mettre sur pied le premier incubateur juridique ayant comme de réévaluer la structure traditionnelle d'un cabinet. La prestation de services juridiques et l'éducation des stagiaires en droit tout en améliorant l'accès aux services juridiques pour les parties auto-représentées en droit de la famille. Kyla a une passion pour former les avocats à bien naviguer la profession juridique, change à travers ses efforts de mentorat et son programme de leadership pour avocats à la faculté de droit de l'Université de Calgary. Okay. Et dernièrement, on a Paul Almano. Après 18 ans à pratiquer privé, Paul Almano s'est joint à l'équipe de barreau de Alberta en janvier 2013. Aujourd'hui, elle occupe le poste de directrice réglementation et conseillère juridique principale. Paul est originaire du Québec et détient un diplôme en génie civil de l'Université Concordia et un diplôme en droit civil de l'Université d'Ottawa. Okay. Donc, j'invite Sylvie pour la présentation. Okay. Bravo, Brittany. Bonjour tout le monde. Alors, le défi de tenter de régler un dossier en droit de la famille. Alors, on va faire un peu l'horizon, les différentes méthodes, et je vais surtout parler de ce qu'on appelle les conférences de règlement à l'amiable, aussi la conciliation. Alors, plusieurs chemins mènent à Rome. Comment régler la médiation, droit collaboratif, la conciliation et ou la conférence de règlement à l'amiable, qui est un peu le même processus, et la négociation dont je ne traiterai pas parce que je pense que ceux qui font du droit de la famille savent négocier. Alors la médiation, qu'est-ce qu'on a comme pour et comme contre? Les pour, c'est que c'est un processus évidemment moins dispendieux, permet une première ouverture de discussion dans un cadre un peu contrôlé, et c'est surtout lorsque la rupture arrive, les gens sont extrêmement émotifs, fragilisés, ils sont en état de crise, je dis toujours, les clients qu'on reçoit qui viennent de vivre une rupture, qu'ils ont pris la décision ou sont la victime de la rupture, peu importe, ils sont dans leurs pires crises de leur vie. Et c'est à ce moment-là qu'ils doivent prendre les décisions les plus importantes aussi, qui vont les affecter pour de nombreuses années.
que ce soit au niveau des enfants, au niveau financier, au niveau de partage des biens, au niveau de leur avenir, leur endroit où ils habitent. C'est vraiment une crise majeure. Alors, la médiation permet qu'à ce moment-là, on puisse avoir un milieu un peu plus relax, un peu moins de confrontation, puis un milieu où on peut essayer de tenter de trouver des solutions. C'est un processus confidentiel sous réserve. Lundi, je plaide devant la Cour d'appel au Québec. On a une décision de la Cour supérieure qui a permis d'ouvrir la confidentialité lors d'une médiation en utilisant l'exception du privilège de règlement tel que établi par Union Carbide. Alors, on a un gros débat au Québec sur cet aspect-là, mais habituellement, la médiation doit être confidentielle. C'est une des atouts, c'est la base même de la médiation. On verra qu'est-ce que notre Cour d'appel va dire à cet égard. Et permet le règlement de plusieurs détails. S'il y a une chose que moi j'ai eue, c'est de discuter de comment on va partager les meubles. Alors, après 30 ans, je pense que j'en ai assez donné là-dessus. Alors, aussi l'horaire de garde. Quand il y a des parents qui ont, par exemple, ils n'ont pas des horaires typiques, ils ont des horaires atypiques. Donc, il faut essayer de trouver des solutions. Des enfants avec des difficultés, des frais particuliers, des partages de dépenses. La médiation va permettre à un moindre coût, puis dans une meilleure ambiance que la cour, évidemment, d'essayer de trouver des solutions. Mais il y a aussi les contre. Le médiateur ou la médiatrice ne peut émettre aucune opinion. Il peut rouler des yeux, ça arrive, mais il ne peut pas émettre d'opinion. Alors, ils n'ont pas une obligation de dévoiler de l'information financière ou autre. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous dire combien tu gagnes vraiment, puis je veux avoir tes rapports d'impôts, je veux savoir le compte de banque, ou je veux avoir accès aux états financiers de l'entreprise. Aucune indication aux parties que leur position est déraisonnable. Parfois, les médiateurs ou médiatrices vont tenter de leur dire, écoutez, la loi dit ci ou ça, mais ils ne sont pas là pour donner une opinion. Et l'autre problème, c'est que souvent, et notamment au Québec, dans les statistiques, les gens vont aller voir un médiateur avant d'aller voir un avocat. Je pense que 83% des gens qui vont en médiation au Québec n'ont pas consulté un avocat encore. Ils vont peut-être le faire plus tard dans le processus, mais ils ne l'ont pas fait. Alors, ils n'ont pas nécessairement une opinion juridique, ils peuvent venir avec des demandes qui sont déraisonnables, puis cela peut constituer une perte de temps. Et il n'y a pas de présence d'avocat. Souvent, c'est un atout, mais pas toujours. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas un avocat qui est présent pour pouvoir guider les gens dans cette démarche. Et évidemment, ce n'est pas suggéré, loin de là, en cas de violence conjugale. Et aussi, il y a des relations qui sont toxiques et où il y en a un qui a l'emprise psychologique sur l'autre, même s'il n'y a pas de violence physique. Et cela, ce n'est vraiment pas des cas pour référer en médiation. Il y a le droit collaboratif, que je pense qui est plus populaire dans l'ouest du Canada qu'au Québec. On a tenté de l'instaurer au Québec. J'ai fait partie de ceux et celles qui a un peu parti la balle, mais c'est loin d'être très fonctionnel. Le droit collaboratif, au Québec en tout cas. Alors, les parties s'engagent officiellement à tenter de trouver des solutions. Les avocats s'engagent à travailler ensemble. On fait beaucoup plus un travail d'équipe qu'on va faire dans un litige traditionnel. Il y a moins de confrontation. Le processus est confidentiel. Et les avocats suivent une formation spécifique pour le droit collaboratif. Donc, il y a une formation, il y a un désir, il y a un vouloir d'utiliser cette méthode-là pour trouver des solutions. Et la structure du processus est basée sur des rencontres à quatre et il y a des agendas qui sont établis d'avance. Alors, vraiment, il y a un travail d'équipe qui se fait entre les avocats. Alors, les pour, c'est un processus durant lequel les parties peuvent vraiment tenter de trouver des solutions sans confrontation. Peut se développer au rythme des parties, et non pas selon un agenda de la Cour ou selon un protocole d'instance, mais beaucoup plus selon les besoins du couple. Protège la relation parentale, parce qu'on va vraiment tenter de protéger cette relation parentale, parce que le but, c'est que ces gens-là, ils vont continuer après que le dossier est terminé à être parents. Et donc, il y a beaucoup plus de protection de cette relation-là dans ce processus-là. Il faut considérer les besoins des parties, des fois, qui ne sont pas nécessairement juridiques. Il y a certains besoins qui peuvent surgir, qu'on a besoin soit de rassurer quelqu'un, soit de donner des garanties, et on va avoir la place, l'endroit, le temps de le faire. Mais c'est coûteux, on ne sauve pas d'argent avec le droit collaboratif. C'est lent, c'est long. Les avocats, en plus, s'engagent à ne pas rester au dossier si le processus échoue.
Et donc, ça veut dire que s'il n'y a pas de règlement, il n'y a pas d'entente finale, les gens doivent partir avec des nouvelles avocats, ce qui est encore une fois très dispendieux. Et c'est ça qui crée une résistance dans le milieu professionnel. Moi, j'ai fait du droit collaboratif à quelques reprises, pas autant que j'aurais voulu, mais dans le dernier dossier, j'ai dit plus jamais. Et malheureusement, ça n'a vraiment pas fonctionné. Et ma cliente a dû aller voir un autre avocate et entamer les procédures, commencer presque à zéro. Alors, je comprends la résistance. C'est difficile, c'est pas évident. Peut-être qu'au Québec, on n'a pas encore cette mentalité-là, mais c'est la réalité. Donc, ce droit collaboratif a ses atouts, mais aussi a des difficultés. Et la résistance, j'ai déjà vu des dossiers où les avocats disaient on va faire du droit collaboratif, mais on ne va pas signer l'entente qui dit qu'on ne peut pas rester au dossier si ça échoue. Alors, ce n'est pas du vrai droit collaboratif parce que le but, c'est justement de motiver les avocats de tenter de trouver une solution pour finaliser, et tout le monde, pour travailler ensemble et en équipe. Alors, conférence de règlement à l'amiable et la conciliation. Je présume qu'on n'est pas les seuls au Québec d'avoir ces arrangements-là. Settlement Conference, je pense que vous l'appelez dans les autres provinces. Ça existe depuis quand même plusieurs années et c'est vraiment un succès. Alors, ils sont légiférés au Québec. Dans le Code de procédure civile, on prévoit de quelle façon les conférences de règlement se font. Elles sont présidées par des juges à la Cour supérieure en matière familiale. Je vous parle, ils sont aussi, devant d'autres instances, il y a également des juges, mais là, je vous parle en droit de la famille. Alors, c'est des juges à la Cour supérieure. C'est un processus gratuit, sauf pour les honoraires des avocats, évidemment, mais on ne paye pas pour avoir une conférence de règlement. Il n'y a pas de frais de justice qui est lié à ça. Et on a vu en 2014, il y a eu une analyse qui a été faite, un sondage au Québec par le professeur Jean-François Roberge sur la vision des justiciables. Alors, il y a 700 avocats et justiciables qui ont répondu à un questionnaire assez détaillé. Le degré de satisfaction se situe à 83 % et le degré de résolution est autour d'à peu près 83-85 % des causes qui se règlent en CRA. Les degrés de satisfaction à l'égard de l'équité se situent à 71 %. Le degré de satisfaction à l'égard de l'utilité, 88 % et le support professionnel de la part du juge se situe à 89 %. Alors, évidemment, c'est l'impact de l'autorité, de l'image de l'autorité, qui est le juge de la Cour supérieure, qui n'est pas là pour donner des conseils, qui n'est pas là pour donner une opinion, qui n'est pas là pour rendre un jugement, mais qui est formé, qui suit une formation. Ils ne sont pas nécessairement des médiateurs, mais ils suivent une formation spécifique pour aider les gens à tenter de trouver des solutions. Et c'est la notion de l'autorité d'un juge qui aide aux gens de régler. Alors, 85 se règlent. Cela n'inclut pas les causes réglées dans les jours ou semaines après la conférence de règlement, parce que souvent, ça m'est arrivé à plus d'une reprise de partir en claquant la porte, ou en me faisant claquer la porte, une des deux. Et, mais une semaine après, on a réussi à régler parce qu'il y avait une base, on a travaillé ensemble, on a réussi quelque chose. On dit non, on ne règle pas, puis finalement, quelqu'un ou les deux retournent et décident que c'est le temps. Alors, les juges apprécient beaucoup qu'on les appelle parce que ça augmente leur statistique de satisfaction. Alors, il y a des juges maintenant à la retraite, c'est tellement populaire que le problème qu'on a, c'est une liste d'attente. Avant, on pouvait avoir une date de conférence de règlement dans 2 mois, 3 mois. Maintenant, c'est 6 à 9 mois. Ils ont ramené des juges qui sont à la retraite, pas surnuméraires, mais à la retraite, pour pouvoir alléger les délais et s'y mettre sur les conférences de règlement à l'amiable. Et c'est exactement ça. Le seul hic, c'est qu'on ne peut pas choisir le juge. Alors, cela dépend du résultat ou non, le genre de cause qu'on a, la patience ou non du juge qui fait cette démarche. Alors donc, il existe ce qu'on appelle la conciliation, qui est la possibilité de faire de la conciliation privée. Et c'est ça que moi je fais, j'offre comme service. Il y a d'autres collègues aussi qui commencent à le faire au Québec. J'ai suivi, comme vous avez entendu, un cours de coaching en ligne. Non, c'est pas en ligne. J'ai suivi 1 an, c'était quasiment un MBA
à l'Université Concordia pour être coach professionnel. Et ces éléments-là m'ont permis de vouloir faire la conciliation parce que je ne suis pas médiatrice, mais je ne voulais pas l'être non plus. Et je considérais que le coaching allait me donner quand même les éléments importants pour pouvoir offrir ce genre de service-là. C'est certain que l'avantage d'être vieille, c'est que les collègues se réfèrent à nous parce qu'on a plusieurs années d'expérience. Je suis connue en milieu du droit de la famille et c'est étonnant, mais certaines personnes me respectent, alors ils vont m'appeler pour essayer de dénouer l'impasse. Et donc, je fais le travail que le juge fait en conférence de règlement, mais c'est dans mon bureau et je suis payée pour. C'est la seule différence. Donc, et ça permet de faire ça rapidement, parce que c'est la réalité, c'est la question des délais. Alors, à quel moment, et ça, peu importe que vous faites la conciliation avec un juge ou en privé, il faut se poser certaines questions qui sont extrêmement importantes si on veut vraiment réussir. C'est à quel moment qu'on fait ça? Est-ce que c'est lors d'émission des procédures, après les interros, après défense, avant les offres, après les offres? C'est à quel moment qu'on choisit de faire cette démarche-là? Et c'est crucial parce que c'est une question stratégique. Alors, si on fait ça lors de l'émission des procédures, c'est certain qu'on veut tenter de réduire le coût et de mettre fin au litige rapidement. On fait ça, on émet les procédures, mais ils sont émises, puis là, tout de suite, on essaie de s'asseoir pour régler. Mais, souvent, il y a trop d'émotivité, il y a trop d'animosité, ça peut être perçu, et c'est même des fois nos propres clients qui peuvent le percevoir comme une signe de faiblesse ou un manque de sérieux. Pourquoi je vais aller m'asseoir? Je vais aller à la cour, je ne veux pas m'asseoir. C'est souvent un moment fragile. Ça peut être utile, par exemple, si le conflit dure depuis longtemps et qu'il n'y a pas eu de procédure d'émise. Par exemple, avant l'ouverture d'un dossier à la cour et qu'il y a des avocats qui essaient de négocier depuis plusieurs mois. Moi, ça m'est arrivé que maintenant, avant, on émettait des procédures. Maintenant, on essaie d'éviter ça dans la mesure du possible. C'est notre dernier recours, ou on le fait juste quand on a une entente. Et si cela dure depuis un certain temps, ça peut dénouer l'impasse et permettre aux gens de tenter de régler quand il n'y a pas eu de procédure. Alors, est-ce qu'on doit demander ce service avant de faire un interrogatoire hors cours? Avant l'interrogatoire, on a peu d'informations habituellement, plus maintenant qu'avant parce que nos règles de procédure ont quand même changé, puis il y a une obligation de dévoiler. On n'a pas vraiment la connaissance de la position de la partie adverse. Cependant, les frais encourus sont moindres. C'est vraiment le pour. Et suite à l'interrogatoire, qu'elle est pour, c'est une meilleure connaissance des parties. On a une idée avec qui est-ce qu'on fait affaire. On a une connaissance de la position de la partie adverse rendue là. Et on a la connaissance des forces et faiblesses des parties en tant que témoin. Si on doit évaluer, régler versus aller à la cour, bien, la capacité de quelqu'un de venir témoigner à la cour est un des éléments. Le client a déjà dépensé, rendu là, il a goûté au système judiciaire et sera plus disposé de venir à la table et s'asseoir. Contre, les honoraires dépensés à ce stade-ci sont considérés comme un investissement. Souvent, le client va dire « Puis là, j'ai payé le temps jusqu'ici, puis là, tout ça ne sert à rien, je m'en mets en conférence de règlement, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi j'ai payé pour un interrogatoire? Pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai fait ça? » Alors, il y a une certaine résistance rendue là. L'interrogatoire peut faire camper la position de quelqu'un. Et donc peut rigidifier le dossier. Avant les offres, ça c'est toujours le gros débat, à quel moment? Si je m'en vais en conférence de règlement avant les offres, j'ai aucune position de prise. Donc, toutes les options sont possibles. C'est vraiment ouvert, je peux mettre tout sur la table, tout est possible. Contre, si aucune offre est avancée, on ignore les chances de succès, ni la flexibilité de la partie adverse, et on ajoute le coût de la conférence de règlement aux autres honoraires. Donc, on est en train d'ajouter au coût du processus. Si on ne fait pas d'offre, on ne sait pas non plus si on peut régler, et ce même avec la conférence de règlement. Et c'est très rare que dans un dossier, quand il y a deux avocats, qu'il n'y a pas de discussion quelconque de règlement à un niveau quelconque ou partiel. Après les offres,
les positions sont mises de l'avant puis ont été rejetées. Si j'ai fait une offre, puis ça, le client va me dire souvent, mais tu as fait une offre puis on dit non, là on va aller à la CRA, puis ça va changer quoi? Hein? La partie adverse connaît notre bottom line et peut donc l'exploiter. On évite un procès, c'est ça le coût, le stress. On peut trouver une solution créative qu'on n'avait pas pensé. Et ça, c'est déjà arrivé, même si on pense qu'on a tout pensé aux solutions, c'est possible d'en trouver une dans la conférence de règlement. Alors pourquoi? Le temps que cela prend, les risques, parce qu'on ne peut jamais garantir le résultat d'un procès, les coûts qui sont considérables et de plus en plus dispendieux. Quand j'ai commencé à pratiquer il y a 30 ans, les dossiers, j'avais des chemises. Aujourd'hui, j'ai des boîtes puis des valises. Alors, pourquoi? Parce que, Dieu sait, on doit prouver beaucoup plus qu'avant. C'est plus complexe, c'est plus compliqué. On doit traiter plusieurs niveaux, notamment au niveau financier. Au niveau des enfants, quand il y a des enfants avec des difficultés quelconques ou une garde contestée, la documentation est lourde. Le stress, la coopération future de couple. Il ne faut jamais oublier que nous autres, on reste, eux ils s'en vont, puis ils vont être ensemble pendant de nombreuses années parce qu'ils vont se revoir et se fréquenter quand ils ont des enfants pendant longtemps. Et la participation du justiciable à la solution, c'est un élément clé de la conférence de règlement. On participe à trouver une solution, on travaille, veut ou veut pas, peut-être dans un contexte un peu difficile, stressant, pas trop plaisant pour personne, mais on essaie de trouver des solutions et le justiciable est au cœur. Et dans les conférences de règlement, les avocats, je me suis fait souvent dire de me taire, ça, je me fais dire souvent, alors, de s'éloigner, le juge s'adresse aux parties, ils sont assis à côté du juge, c'est pas les avocats qui sont assis là, nous on doit intervenir le moins possible, c'est plus le juge qui va essayer de trouver des solutions. Alors, justement, pour les faire participer à cette solution-là, puis c'est souvent le speech que les gens attendent, c'est ta journée, c'est votre journée. Je suis ici pour vous deux, pour vous aider à sortir d'ici avec une solution. Alors ça, c'est un élément clé de la conférence de règlement. Alors, l'attitude du client, il peut penser que nous ne croyons pas dans son dossier, qu'on n'est pas apte à défendre la cause. Il y a toujours ça ça arrive, ça, des fois. Ouais, pourquoi on y va là? Qu'est-ce que ça donne? Il faut que je m'assoie en face d'elle, oui. Okay. Alors, la partie adverse nous a convaincus que la cause est vouée à l'échec. Okay? C'est ça qui est. Mais, il peut aussi constater, le client en bout de ligne, il comprend que notre rôle premier, c'est pas de faire du litige puis de craquer la note d'honoraire, là, mais c'est de trouver des solutions. Et que notre vraie intention est de les aider. Alors, il peut comprendre ça. Le client est mûr pour tenter de trouver une solution, puis il est d'utiliser les ressources qui sont disponibles. Alors, les délais, comment le convaincre, la durée d'un CRA versus un procès, la préparation requise pour un procès versus une conférence de règlement, processus plus humain, chaleureux, contrôle du processus, coût financier. Dans notre code de procédure maintenant, qui était modifié depuis 2016, on a une obligation aussi de trouver des solutions. L'obligation, avant d'aller à la cour, de trouver des solutions, peu importe le moyen. Alors, refuser une conférence de règlement n'est vraiment pas la chose à faire. Alors, je termine là. La suite de la présentation traite, si ça vous intéresse, comment préparer le client, l'importance de préparer le client, de ne pas penser qu'on fait ça avec un café à la cafétéria du palais de justice. Comment c'est important de les préparer d'avance, c'est quoi les questions à poser, comment agir comme conciliatrice aussi, c'est quoi notre rôle, comment arriver à une solution. Merci. Merci beaucoup, Sylvie. Maintenant, j'invite Kyla. J'ai reçu permission de présenter en anglais parce que mes compétences en français ne rendront pas justice dans ce cas. Alors, merci pour votre patience. So I'm Kyla. I was hired to build what was essentially Canada's first legal incubator. The project, we called it the Aspire Legal Access Initiative. And what I'm going to go through is the history of Aspire,
Why did we come to be? What did we accomplish, and how did we accomplish that? And what did we learn from the process? Aspire is no longer running. We ran out of funding, unfortunately, and couldn't secure additional funding. But we did learn some really interesting lessons, particularly in the area of family law, and I think really for access to justice overall. So the history of Aspire, it really came about from discussions between the dean of our law school, Ian Holloway, and the then president of the Law Society of Alberta, Anthony Young, who's a family law practitioner. Many of you likely know him. And there was this sort of tension back and forth between Anthony saying, you guys aren't producing enough family law lawyers, and the school saying you guys aren't hiring enough family law lawyers. So there was this sort of pointing of fingers saying we have this access to justice problem and it's sort of your fault, right? So the two of them got together and said, well, why don't we try and do something about it collaboratively? And they came up with this idea of a family law incubator. And really this was the situation we were trying to address at the end of the day. And when you look at some of the statistics, and this is just out of the Calgary courthouse, is 57% of all divorces are filed by self-represented litigants. 62 of all of the family law applications are filed by self-represented litigants. And again, that's just in the Calgary court, so I'm not sure what the stats across the province say, but I would bet that it would be fairly similar to that. So we have a huge number of people, and you can see the numbers that translates into 2,300 divorces in Calgary alone, 3,200 family law applications in Calgary alone being filed by self-represented litigants. So what we were trying to address is that problem exactly. So what we were trying to do was really understand the problem for self-represented litigants. Why weren't they getting help? And what did they need from us? Did they need a traditional model but at a lower cost, or did they need something different? So we did a lot of research. And one of the things we set out to do was to really rethink how we were delivering legal services. We also wanted to train a new generation of lawyers who could rethink that and had the capabilities and had the foundation to rethink traditional legal services, particularly in the area of family law. And our third mandate was really to share that information with everybody. So even though Aspire no longer exists, I'm here to share what we've learned with you. So how did we do it? One of the things we looked at, of course, cost was a big factor for a lot of self-represented litigants. That time and time again, it's one of the big factors. Either they had already spent thousands of dollars, felt they got nowhere, felt they got no value, and really felt they just had to take on the case themselves. Or others just didn't have the ability from the outset to say, here's a $10,000 retainer or more, without sort of an understanding of where that money was going to go. So a lot of people, that was the big thing. So what we wanted to do was we wanted to make sure that we created an environment where our overhead was incredibly low, and so that we could pass those savings onto the clients. So we were paperless. We worked basically from our computers. We had a space at the University of Calgary downtown campus, but we weren't tied to that space. We could have worked from anywhere. And the model that we created was fixed fee model. So one of the things, and when we talked about the fixed fee model, there was no retainer. It was flat fee services, it was limited scope services, and what we were trying to do ended up not being to create a low fee duplication of what a lot of family lawyers are currently doing. It was to provide something different. So what we did in this flat fee model was we provided coaching, we provided document
we helped them draft their documents. But one of the biggest needs was that we gave them the legal advice they needed and the strategic advice that they needed to run their own files. So a lot of people, and that was, the reason we did that was because a lot of the feedback that we got was that a lot of people wanted to do this on their own, right? It was like you were saying, they're in a crisis. This is very personal, this is very emotional, and who better, from their perspective, to take this on than themselves. You know, these are their kids, this is their family. So a lot of them felt that ownership. And so what we wanted to do was to give them the support they needed, the type of support they needed, which was legal advice for their particular situation, and some strategic advice along the way. Some of that involved document production, helping them draft documents, and some of it involved coaching. You know, if they were going into court on a particular matter, we could give them some training and some coaching on this is what you're going in for. This is what the judge is going to want to know. So here, bring this with you, bring this with you, bring this with you. Not only would it impact them, but it also impacts the way the judges saw the case and heard the case. And so any of you that have gone into the self-represented courtroom, I don't envy those judges. I mean, it's very difficult when you're trying to be, you know, you have to be objective, but at the same time you're trying to help these, you know, the people in front of you get the message across, get you the information that they need to make a decision. So that was where we came in. So we were helping both the client as well as hopefully the court system as well. So again, we didn't take a retainer. It was all on a flat fee. You know, we didn't run the files ourselves, and it was really just, you know, we were a support, but we were actually legal advice. So one of the things we did was a lot of the interface with clients was with our website. So they could come to our website and they could choose a service that they were interested in using. And some of it, sometimes they just needed to come and say, okay, well, what do I need? Do I need it, you know, court parents coaching, or do I need a parenting agreement or mediation support? What do I need? So some of it was we just needed to bring them in for an initial consultation. And so the consultation and report was usually where people would start. So through that process, so for example, they would choose, you know, divorce or consultation and report, and they would be asked a series of questions. And so one of our models was to gather information, gather data, and do document production, and do a lot of the stuff that, you know, takes a lot of hands-on time work, or hands-on time, and do that, you know, automate it. So we pushed a lot of the data gathering to our clients. We did an online Q&A that allowed us to gather information that we needed in order to bring do an intake into our system. We used Clio as our system, as our practice management system, and we basically used these simple Q&As to bring someone into our system. We had got all the questions that we needed to bring them into our system as a client. We did a manual conflict search, and then they got a follow-up email with a link that would give them a Q&A for whatever service they wanted. So a divorce, for example, we would ask all the questions that we would need in order to draft a divorce document for them. And what that did was it allowed us to automate about 90% of the work of intaking a client. Really the only hands-on thing we had to do was the conflict search. And we did this with a lot of off-the-shelf solutions that automated our process, and we linked them all together using a program called Zapier. And at the end of the day, by the time the client got to us and they were able to schedule their appointment with us and all of that, so by the time they got to us, we had all of the questions answered. We had their kids' names, we had their date of birth, we had everything we needed. And if we didn't have it, we knew what to flag.
So we didn't start our conversation off with, can you tell me your name? Can you tell me your address? Can you, and then I would write it down, and then have somebody else put it in the system, and then have that put into the divorce documents. We saved a lot of steps by putting that back to the client, who knows their information and is less likely to mess it up than I am by, writing it down, or then having, 3 other people take that data and input it in different places. So we were trying to really streamline the process, and we were trying to make sure that the product at the end of the process was better than what I could have done, myself. So when the client would come to us, and they'd come for our initial meeting, say the consultation and report, we had a lot of information, and we could start digging into some of the areas that needed a bit more information. But then we were using our legal skills at that point. We weren't using our data entry skills and all of that kind of stuff. We were using, what we should be doing is our legal brains. So, and all of this, we put a lot of thought and time into the questions that we asked, and we also ran them through. Google has a program to tell you what level that these are reading at, that these questions are reading at. So we aimed for the grade 8 level, because as lawyers we tend to write at grade 13 or higher. And in order to help have our product be more accessible, we wanted it to be at the grade 8 level, because at the grade 8 level, that is where people will, on the first reading, can comprehend what it is they're reading. So we wanted to make it simple, we wanted to make it accessible in a lot of different ways. So financially accessible from an educational or comprehension perspective. So there was a lot of pieces to this that we put some thought into. So this was, apparently my battery's running low. Sorry, just thought I'd let you know. So some of the questions, we did so how much is this going to cost? Of course, that was something that somebody would want to know up front, because we're a flat fee. We could say, and we did ours on a sliding scale. So much like Legal Aid does, they determine how many people are in your family and what's, what is your family income. We did the same thing on a sliding scale. So we asked number of people in the family, what's your net annual income? And then we would give them, this is what your pricing is, and this is what they're getting, right? Because these are all, again, questions that people have up front. And oftentimes when lawyers say, this is, you can't practice law this way, you can't do limited scope retainers, these are the kinds of things we thought about, right? So we wanted to make it very clear, what are you getting with the service? What are you not getting with, here's some additional services that might cost you more. So we wanted to be very clear up front and remove those barriers, again, to the understanding of what they were and were not getting. Then they would insert their information. We would get the other party's information, but of course let them know, that we weren't going to contact that person. We just needed it for conflict search. And then of course we've got our legal stuff, the required terms, understanding where their data was going, understanding where it would be held, those kinds of things. So, so we got everything in there that you would typically have in your general retainer, and we compiled it into a couple of pages, and we made it super simple for people to understand. So then we would say, this is what happens next, and then they would go on to book their appointment and pay for the service. So that's what we did. So, like I said, once we got that information, we would do a conflict search, and they would receive their link. Then we would go on from there and look at the information, meet them, and then help them with next steps from there. So what did we learn? We learned that there's a huge market out there that's right in the middle. Right? We've got people who are low income, they're somewhat covered by legal aid and other pro bono legal services. We've got people that have the resources or are willing to use the resources for traditional services. And then we have this whole swath of people in the middle, and it's getting bigger.
is my estimate. And you know what, I often talk about this group in the middle. I'm in the middle. You know, I wouldn't want to, let alone wouldn't have the money, right, you know, to give a $20,000 retainer. You know, that would put a huge financial strain on anyone's family, frankly. So that's a large group of us. So that was one of the biggest learnings out of this, is that there's a huge need out there and there's a huge market out there. A lot of the people that we met and that we served through this, they weren't opposed to paying. They just wanted some certainty and they wanted some help, and they wanted it in a way that reflected what was of value to them. And so, you know, they may not have $10,000, but they might have $1,000, you know, to get some documents drafted. And the numbers of them make this a huge market, you know, for lawyers that want to think a little bit differently about how they're delivering legal services. And really, you know, like I said, there's a whole bunch of different reasons why legal services aren't accessible. So financial is one of them, but again, there's the educational piece, there's the cultural piece, there's, you know, people that are intimidated by going down to a fancy downtown office, you know, who that's not their world. You know, they may be someone that never dresses in a suit, and now they've got to go downtown to a fancy office where everybody's in suits and ties, and that's intimidating to a lot of people. So that's another barrier that we put up. The language barriers, there's all sorts of barriers that you know, people face to accessing legal services. So it's not just financial. And I think that, like I just said, this is a huge opportunity for lawyers who want to think a little bit differently about how they're practicing law and the services that they offer. There's probably lots of people that you're serving that either walk away saying, this is too much, I can't do this, and then you know they're out there on their own. But if you could provide them with something, you know, that isn't the full meal deal, but maybe it's something that's going to help them move their own matter through, you know, a little bit of help is better than no help. And not only for the clients, but for the court system. You know, better, you know, self-represented litigants who go into the courts were better prepared, take less resources and less time from the courts. And you know, we all know the courts, you know, need some help with their time these days. So you know, this is one of the things that we learned. This is the work that I do day in and day out, is looking at different ways of doing practicing law and delivering legal services. And I think there's a huge market out there. And I will leave the questions to the end. Thank you. Bon après-midi, je vous remercie de me donner quelques minutes pour ma présentation. Mon nom est Paula Melot. Évidemment, je suis originaire du Québec. J'ai détenu une licence de droit civil de l'Université d'Ottawa. Et j'ai fait mes examens d'équivalence dans les années 90 pour pratiquer en droit commun ici en Alberta. Ça m'a permis, ces examens, de venir ici en Alberta, de commencer ma pratique privée en 1995. C'était une petite pratique. J'ai commencé en droit de la famille dans un cabinet qui est de grandeur médium. Et au bout de 5 années, j'ai changé ma direction un petit peu. J'ai fait du litige civil. Et 18 ans plus tard, j'ai changé de direction et je me suis joint à l'équipe du barreau. Avant de continuer, je voudrais juste m'excuser un petit peu. Je pratique en anglais. Mon français, c'est un français social. Alors, il y a certains mots que je vais hésiter de temps en temps. Alors, je vous demande de me pardonner et vous devrez être capable de comprendre quand même. Alors, c'est ce que je voudrais vous dire à propos de mon rôle au barreau et que je supervise le syndic. Et le syndic, c'est le département qui est en charge de garder un œil sur le comportement des avocats dans la province albertaine. Dans notre département de syndic, on a des sous-départements, si on peut dire. Un département qui est vraiment la conduite formelle, où on regarde les intransigeances des avocats. Et on a 6 avocats qui s'occupent de vérifier ou de garder un œil sur la conduite des avocats. On a un groupe aussi d'enquêteurs, on en a 7. Ces 7 enquêteurs-là ne sont pas des avocats, la majorité sont des anciens policiers.
Et on a 2 enquêteurs qui sont des comptables agréés et qui s'occupent des intransigences financières. Alors, contact, enquêteur, et on a aussi un département de gestion pratique, practice management en anglais qu'on appelle ça. On a 4 avocats. Et dont Len ici fait partie. La gestion pratique a deux rôles, un qui est dans le monde de la conduite et l'autre qui est dans le monde volontaire pour aider les praticiens albertains. Et le dernier département dans notre syndic est vraiment les procureurs. Alors, on a 4 procureurs et c'est eux qui se retrouvent en cours avec les procès pour phase de conduite. Alors, ma présentation aujourd'hui va être un grand survol du processus qu'on entame lorsqu'on reçoit des plaintes au sujet des avocats albertains. Je dois aussi dire que chaque province a son syndic et on fonctionne de façon vraiment similaire. On se rencontre de façon régulièrement, de façon à s'assurer qu'on traite les avocats de façon égale d'une province à l'autre. Alors, en gros, on reçoit les plaintes et on est géré ou légiféré, si vous voulez, on est un institut qui est venu au monde à cause du Legal Profession Act. Alors, on est gouverné par cette loi. Et en vertu de la partie 3 du statut, on a une obligation. À chaque fois qu'on reçoit des informations ou des plaintes, on n'a pas le choix. On doit regarder. Que la plainte ou l'information a du mérite ou non, on n'a pas le choix. Alors, on reçoit cette information-là et on a la possibilité de faire 3 choses en grande ligne. La première chose est l'intervention précoce, et je vous reviens là-dessus dans quelques instants. Et ça serait quand il n'y a vraiment pas de problème d'intégrité ou d'éthique, plus de la gérance de pratique, communication. Mais je reviens là-dessus. L'autre possibilité, lorsqu'on reçoit nos plaintes, c'est de l'envoyer directement au département de conduite, qui a les enquêteurs et nos avocats qui regardent ça. Ça, c'est vraiment les dossiers plus sérieux. Et la troisième, c'est des renseignements généraux. Alors, on a des gens qui nous contactent ne sachant pas vraiment où aller, et c'est la troisième possibilité, on les réfère aux bons endroits. On reçoit annuellement, en moyenne, 2000 plaintes. Okay? On est 10 000 avocats, à peu près, 10-12 000, et on reçoit 2000 plaintes environ par année. 40% viennent du droit de la famille. Okay? Parce que, comme Sylvie vous a dit, les gens sont en crise. Ils ne sont pas contents de ce qui est arrivé en cours, ne sont pas contents de l'avocat, habituellement de la partie adverse, pas les propres avocats. Alors, ça génère beaucoup de travail. 30% de nos plaintes viennent du droit immobilier et le restant, 30%, est à peu près des autres pratiques de droit. Alors, si vous pratiquez en droit de famille dans cette pièce, si vous n'avez jamais entendu mon nom, vous pouvez, à un moment donné dans votre carrière, avoir un coup de téléphone du bas. Mais ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'on va parler les prochaines commentaires. Parce que on reçoit nos informations, ils sont regardés par nos spécialistes de réception. Et ces individus-là ne sont pas des avocats et ils ramassent, font la recueillette des informations. Ils ont la possibilité, dès le départ, de les envoyer ailleurs parce que ça n'a aucun rapport à ce qu'on fait, ou de résoudre. Et ça, c'est des résolutions préliminaires. Si les exemples, ce serait un client de la misère à obtenir son dossier de son avocat ou des choses comme ça. Alors, on est capable de le résoudre à ce niveau-là, et ce n'est pas quelque chose qui apparaît à vos dossiers de discipline. Alors, on fait la médiation et on règle ces choses-là. Pour le restant, ils font la requête d'informations, parce que souvent, les plaintes n'ont pas assez d'informations, il n'y a pas de documents à l'appui. Ils ramassent toutes ces informations-là et ça va à notre triage. Du 2000, on passe à 1600. Okay? Alors, 1600 arrive à peu près à notre triage. Toujours les mêmes proportions, 40% droit de famille. Okay? C'est énorme. C'est énorme, en effet. Ce que nos agents de triage font, et ce sont des avocats à ce point-ci, regardent l'information et ils ont la possibilité, statutairement, de faire un rejet sommaire. Alors, en tant qu'avocat, peut-être que vous allez recevoir un coup de téléphone pour vous dire « on a reçu une plainte », mais
Pas nécessairement. C'est possible, c'est à ce moment-là qu'on peut voir les plaintes qui n'ont vraiment pas de mérite, pas fondées, et j'essaie d'aller vite parce que j'ai juste 20 minutes, et c'est à ce moment-là qu'on fait des rejets sommaires. Alors, on ferme le dossier. Environ, de nos 1600 qu'on reçoit, environ 400 par année vont procéder de cette façon-là. En tant qu'avocat, si vous avez un rejet sommaire, vous allez recevoir une copie vous disant « Ah, on a reçu une plainte, on s'en est occupé. » Pas de problème. Encore là, pas sur votre dossier. Okay? À partir du triage, l'autre point important, c'est qu'environ 400 par année vont aller directement au département de conduite. Ça, ce sont nos plaintes sérieuses, où il y a de l'éthique, un bris du code sérieux, l'intégrité. Et de ces 400-là, on a probablement 30 à 40 procès par année. Okay? Et si vous suivez nos décisions, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas souvent qu'on a un praticien de droit de la famille qui se rend jusqu'à un procès. Parce que c'est pas vraiment... En général, on a vraiment un bon barreau. Une qualité assez bonne de barreau où on n'a pas vraiment des problèmes d'éthique. Alors, ce sont nos cas sérieux qui vont jusque-là. Alors, 400, et la balance. La balance se rend souvent, 800, à ce qu'on appelle résolution et intervention précoce. Et en anglais, le terme resolution and early intervention. La majorité de nos praticiens en droit de famille qui ont des plaintes se retrouvent dans ce milieu. Ce qu'on fait en intervention précoce, ou notre but, si vous voulez, c'est vraiment on pense à la discipline de façon progressive. Alors, si c'est votre première plainte, c'est là que vous allez la première fois, si ce n'est pas d'intégrité ou d'éthique. Et ce qu'on essaie de faire à ce moment-là, ou avant de vous dire qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait ça, on fait ça parce qu'on veut faire la discipline de façon progressive. Et votre première plainte, ça peut être juste un oups. Ça ne veut pas dire que vous méritez d'aller jusqu'à un procès. Alors, ce qu'on fait en intervention précoce, avec nos 800 plaintes par année, on regarde la cause. Et la majorité des causes, et surtout en droit de la famille, ça a rapport aux communications, vous en tant qu'avocat. Alors, on est des très bons plaidoyers, on est bons en cours, mais nos relations avec nos clients ou la partie adverse en communication, on n'est pas terrible. Alors, ce qu'on fait en intervention précoce, c'est qu'on a des outils, on a développé des outils dans notre coffre d'outils pour vous aider. Alors, notre but est vraiment, à ce point-là, à ce point-ci, est de vous aider. Encore une fois, ce n'est pas sur votre dossier de discipline. C'est we're the helping hand at that point. On essaie de vous aider avec vos communications avec les individus non représentés ou la partie adverse. Si on regarde les causes de nos plaintes, les 800 qui viennent, c'est souvent, on n'est pas clair. La façon qu'on s'explique face à nos mandats, on n'est pas clair à gérer les attentes de nos clients. Alors, ce qu'on fait dans l'intervention précoce, ce qu'on essaie de faire, c'est de changer le comportement de l'avocat et de leur donner des outils pour éviter de se retrouver sur nos bureaux, en effet. Nos outils en intervention précoce, c'est du coaching direct, 1 à 1. Alors, on va parler avec l'avocat, le problème qu'ils les ont amenés ici, et on va les aider à communiquer avec leurs clients. Et ce qu'on espère, c'est qu'à la fin, on leur a donné assez d'outils que la prochaine fois, on a un petit peu de introspection et on ne refait pas la même erreur ou le même chemin. Dans nos outils, on a aussi des cours qui sont gratuits, le Small Firm Practice Module, et c'est possible qu'un de nos agents vous recommande allez voir le module, rafraîchissez vos connaissances et on ferme le dossier. Notre succès, si on réussit avec tous ces outils-là, notre succès, c'est que vous ne revenez jamais sur nos bureaux. Et vous avez avancé, et vous avez une meilleure pratique, et vous avez les outils qu'il vous faut.
la majorité qui se retrouve est vraiment, c'est vraiment la communication. Et c'est vraiment des plaintes qui sont face au droit familial. C'est vraiment des plaintes de la partie adverse qui sont non représentées. Et quelquefois, des clients qui sont vraiment pas contents du résultat en cours, pas nécessairement, et la majorité, pas à cause de votre, exactement comme Carla nous a indiqué, pas à cause de votre performance, mais vraiment des résultats de la cour, que c'est pas ce qui s'attendait. Alors, si j'ai un message pour vous aujourd'hui, c'est vraiment quand on communique avec vous à cause qu'il y a une plainte, n'ayez pas peur. La première, n'ayez pas peur, parce qu'on est là pour vous aider. Vous êtes dans un domaine que j'appelle high risk, absolument. Et encore une fois, pas à cause de votre personnalité ou de vos connaissances juridiques. C'est un high risk émotionnel pour eux autres. Alors, nous, ce qu'on fait avec notre projet ou notre intervention précoce, c'est d'essayer de vous aider. Et mon message, aujourd'hui, vraiment, et si on vous appelle en intervention pratique, impliquez-vous, répondez, aidez-nous à résoudre le problème qui a rapport à votre client, votre ancien client ou la partie adverse. Et il y a sûrement une leçon à apprendre pour tout le monde. Alors, impliquez-vous de façon positive. Mais vous n'êtes pas obligé d'attendre d'être envoyé en intervention précoce. On a aussi deux possibilités. Alors, vous vous trouvez dans votre cabinet, vous avez un client difficile ou une partie adverse difficile, et il vous manque des outils, practice management. Ils sont volontaires. Votre appel est volontaire et confidentiel. Ils ont plein d'outils pour vous, et ils peuvent vous aider à passer à travers un problème et à résoudre le problème. Il y a aussi nos Practice Advisors, ça aussi, c'est dans le dôme, c'est sous le dôme de confidentialité. Vous pouvez donner un coup de fil si vous avez un problème qui est relié à l'éthique ou à intégrité ou même de pratique. Ils sont là pour vous aider. Alors ça, ce sont mes messages aujourd'hui face aux plaintes. Et ouvert aux questions. Merci. Merci beaucoup à tous les panélistes. Des questions? Bonjour. La question, c'est pour Kyla. Est-ce que c'est mieux en français ou en anglais? En français. OK, parfait. Donc, je suis vraiment intéressée dans le Limited Scope Retainer, mais quelle sorte d'implication que ça a au niveau de la responsabilité professionnelle et éthique de l'avocat? Parce que si tu donnes des advice comme sur certains niveaux, puis pas comme tout le processus, comme où est-ce que ça s'arrête la responsabilité professionnelle pour l'avocat? Merci. Yeah, I think that I think, and perhaps the law society can weigh in on this, is that I think as long as you're communicating with your client, that your advice is based on, the information that you've given, and here are some of the things that might change that advice or that information, and you're giving them an indication that, where your services stop and where they end. That communication helps everybody sort of understand what your role is and where it stops. And I understand that it's definitely a concern when you're doing limited scope, is that it's one piece of a larger picture. But I think, it takes a little bit of time to sit down and think through it, to say, okay, what are some of the factors that could change my advice in this particular area, and letting the client know, or at least, or gathering that information to say, this is what you've provided me with, and this is what I can do based on what you've given me. This might change over time if circumstances change, giving them some information about, how your advice and why your advice might change, I think is a way of protecting yourself when you're giving that sort of limited liability or the limited scope retainers. Any thoughts? Does that help? Yeah, thank you.
arrière. Ma question s'adresse à Sylvie. Sylvie, vous venez du Québec où il y a beaucoup de la diversité. Là. Je suis un peu curieux de savoir, y a-t-il beaucoup de gens de communautés ethnoculturelles qui ont pu utiliser votre service de conférence de règlement? Moi, comme conseiller. Comme conciliatrice, vous dites, ou le service de conférence de règlement de la Cour supérieure? Parce que les juges à la Cour supérieure, ils vont recevoir la diversité de Montréal, qui est assez large. Vous comme conciliaire? Oui. Est-ce que moi, je vais tenir compte de la diversité dans la démarche? Oui. Définitivement. Ah, ok. Définitivement. Oui. Et est-ce que ces communautés-là ont surtout des interlocuteurs familiaux? Alors, on voudrait savoir comment ça se passe. Mais écoutez, ça dépend. J'ai toutes sortes de clients de toutes sortes d'origines dans ma pratique. Et on va, si la démarche de conciliatrice, je vais travailler d'abord avec les avocats. Alors, quand les avocats m'appellent pour dire on veut que tu fasses la conciliation, il y a un premier contact avec les avocats et je fais un appel conférence avec eux. Je demande une partie des procédures. Je n'ai pas toujours besoin de tout le dossier, mais de qu'est-ce qui est pertinent. Et s'il y a des sensibilités de toutes sortes ou des réalités culturelles, bien, c'est aux avocats de m'en faire part. Alors, définitivement, on peut tenir compte de tout ça. J'ai eu des dossiers où, par exemple, la pratique religieuse était un sujet parce que la mère voulait aller à l'église et le père voulait aller à un autre endroit. Alors, il y a eu ces questions-là. Mais souvent, je vais filtrer ça au tout début avec les avocats pour comprendre la dynamique. Okay, merci. Est-ce qu'il y a une question pour Paul? Oui? OK, là-bas. Bonjour, je m'appelle Aminata, je suis conseillère en établissement intégration pour le centre d'accueil de nouveaux arrivants francophones de Calgary. Ma question est pour Paul, justement. C'était juste de savoir, parce que nous, on a souvent ce genre de truc, des clients, pas souvent, mais parfois, des clients qui viennent, ils ne sont pas contents de leurs avocats. Nous, on ne savait pas, par exemple, que ce service existait. Ce qu'on faisait, on les renvoyait soit au Legal Aid ou Legal Guidance. Ma question, en fait, c'est de savoir, est-ce que si... jusqu'à quand est-ce qu'ils peuvent... quand on vous appelle, par exemple, et que les faits se sont passés peut-être il y a 5 ans ou il y a 10 ans, jusqu'à quand est-ce que vous traitez ce genre de situation? Est-ce qu'il y a une limite où ils ne peuvent plus aller en arrière ou... Le barreau a deux voies, en effet. Un est notre assurance professionnelle et l'autre est le syndic. Et le syndic, pour nous, ce qu'on fait, c'est vraiment pour corriger l'attitude des avocats. On ne peut pas changer comment le dossier a été s'est déroulé. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est changer l'attitude d'avocat, de rendre notre barreau plus compétent et dans ce sens-là. Alors, si on reçoit une plainte pour quelque chose qui s'est passé il y a 5, 6, 7 ans, c'est vraiment difficile pour nous d'essayer de dire à l'avocat, 7 ans plus tard, tu aurais dû faire mieux. Quand c'est nécessairement pas une chose d'éthique ou juste de la mauvaise communication. Alors moi, je dis toujours, s'il y a eu des problèmes de communication ou de gérance de pratique, il faut qu'on le sache très, très vite. Parce que we have to strike when the iron is hot. Alors, nous, ça nous prend l'exemple pour rentrer tout de suite avec l'avocat et avoir une bonne discussion pour changer les attitudes. Alors, quelque chose d'il y a 5-6 ans, s'ils ne sont pas heureux avec leur avocat, on a de la difficulté avec ça. Le caveat que je voudrais dire, s'il y a eu une perte monétaire et qu'il y a eu de la négligence, ça, c'est autre chose. Il y a un statut de limitation à ça, mais ça c'est l'autre voie qu'on a en assurance. Paul, une précision. Dans votre présentation, vous avez parlé il y avait un tableau là où il y avait changement de comportement, modifier la culture et tout. Comment vous faites au niveau des barreaux pour modifier aussi votre culture de délai? Alors, je
suis quand même heureuse qu'on a des normes de discipline fédérale. Il ne faut pas juste dire que je sois heureuse, mais on a établi des normes de discipline où comment vite on peut procéder à faire nos dossiers. Alors, quand j'ai parlé des dispositifs sommaires, on essaye de fermer nos dossiers quand il n'y a pas de mérite entre 30 et 60 jours. Si c'est un petit peu plus compliqué, ça va être un petit peu plus long. Et n'oubliez pas que c'est vos dues that pay my salary. Et si vous voulez un résultat en 30 jours, il faudrait que je double mon paiement. Alors, on essaie d'être efficace avec les ressources qu'on a. Et les normes nationales, c'est qu'un dossier, avant de décider, c'est un bris du code qui demande un procès. On essaye de faire ça en dedans, ça va vous paraître long, là, mais entre 9 et 12 mois, on essaie de fermer nos dossiers. Avant les normes nationales, on était beaucoup plus long. On était 4 ans d'avant. Fait qu'on est vraiment, là, ça fait vraiment 4 ans maintenant qu'on est vraiment, on a vraiment changé nos processus pour être un peu plus rapide. Merci tout le monde. Maintenant, on va prendre une petite pause.